Salut tout le monde! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter un exercice très intéressant, un exercice qui concerne les suites adjacentes. Les suites adjacentes, thème de la dernière vidéo que j'ai publiée sur cette chaîne en termes de cours, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous n'avez pas encore vu cette vidéo. Elle vous permettra de comprendre la notion de suite adjacente et ses applications également dans les théorèmes, notamment le théorème des segments emboîtés. Dans cette vidéo, on va voir un exercice très intéressant qui concerne deux suites qu'on va démontrer adjacentes. On va également analyser leurs limites communes et on va essayer d'appliquer des notions de cours de mathématiques supérieures, notamment quelques notions comme la formule ou l'inégalité de Taylor-Lagrange. N'hésitez pas les amis à regarder la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas dès le début de la vidéo à mettre sur pause. Si vous souhaitez faire par vous-même l'exercice, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos difficultés, à me faire parvenir vos incompréhensions ou à me dire comment vous avez trouvé, si vous avez réussi à répondre aux questions différemment. N'hésitez pas les amis, si vous appréciez ces vidéos, cette série de vidéos sur les suites numériques et si vous voulez que je publie davantage de vidéos qui concernent les notions de mathématiques supérieures, n'hésitez pas à me le dire en commentaire également, n'hésitez pas à me suivre sur cette chaîne, à vous abonner, à activer la cloche, c'est très important, ça permettra de gagner en visibilité sur YouTube et ça vous permettra de supporter cette chaîne et de vous montrer votre soutien. N'hésitez pas à me suivre également sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. J'ai également un canal TikTok, n'hésitez pas également à faire un tour si vous avez TikTok. N'hésitez pas également à m'écrire à mon adresse mail mounir.cours.particulier@gmail.com. Vous trouverez le lien qui va s'afficher juste en dessous de cette vidéo et également en description de celle-ci. Et puis les amis, on va commencer la résolution de cet exercice hyper intéressant. Donc, ici on considère deux suites numériques. Donc on considère deux suites numériques AN, n supérieur à 2 et Bn, n supérieur à 2, qui sont définies par la relation suivante. Donc AN, évidemment pour n supérieur ou égal à 2, c'est le produit des cosinus, cos pi sur 2 puissance 2, fois cos pi sur 2 puissance 3, fois cos pi sur 2 puissance 4, etc. jusqu'à cosinus pi sur 2 puissance n. Et Bn, c'est la suite qui est égale à AN, donc on va utiliser la suite précédemment définie, et on va le multiplier par le cosinus de pi sur 2 puissance n. Voilà les amis. Et donc le but c'est de démontrer dans cette première question que les deux suites AN et BN sont adjacentes. Donc comment on s'y prend? Déjà, souvenez-vous de la définition de deux suites adjacentes. Deux suites adjacentes, il faut que l'une soit croissante, il faut que l'autre soit décroissante, il faut que la limite entre les deux soit égale à 0, c'est-à-dire qu'en plus infini, les deux s'approchent et se rejoignent et deviennent voisines. Donc comment est-ce qu'on va démontrer ça? N'hésitez pas, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit initialement, à essayez de faire par vous-même, à essayer de résoudre par vous-même, à essayer de démontrer par vous-même que les deux suites sont adjacentes. Ensuite, vous pouvez évidemment regarder la correction. Autrement, si vous êtes fainéant et vous voulez tout simplement voir la correction, vous pouvez aussi, mais ça n'est pas recommandé. Je vous recommande d'abord de faire par vous-même. Donc, pour démontrer que les suites sont adjacentes, les deux suites sont adjacentes, il faut qu'on démontre que l'une est croissante et que l'autre est décroissante. On va considérer donc un entier naturel n qui est supérieur ou égal à 2. Donc n appartient à n tel que n est supérieur ou égal à 2. Donc les deux suites sont définies à partir de 2. Je pose bien en évidence, je mets en évidence où doit appartenir un entier naturel n avant de faire quoi que ce soit. Donc on doit démontrer que les deux suites sont adjacentes. Donc voyons voir la suite AN. Donc la suite AN, c'est le produit des cosinus. Ok, donc qu'est-ce qu'on sait nous du cosinus? En général, le cosinus, on sait que, quel que soit x évidemment appartenant à R, le cosinus de x, il est entre moins 1 et 1, n'est-ce pas? Entre moins 1 et 1. Donc, évidemment, les amis, quel que soit n supérieur ou égal à 2, entier naturel, si je prends un cosinus ou un k, peu importe, un k, pour différencier le n de k, cosinus de pi sur 2 puissance k, évidemment, est également aussi entre moins 1 et 1. Donc, en gros, si vous voulez, la valeur absolue de cosinus de pi sur 2 puissance k est inférieure à 1, quel que soit k, en fait, supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, si on multiplie
bien sûr, les valeurs absolues sont positives. Donc, si on multiplie, on fait le produit des valeurs absolues de cosinus de pi sur 2 puissance k, le produit k allant de 2 jusqu'à n, et ben on va tomber sur quoi? Pourquoi j'ai pris ce produit-là? Parce que an est défini comme étant le produit de cosinus de pi sur 2 puissance k. K, la première valeur de k, c'est 2, et ça va jusqu'à n. Le k, c'est l'exposant. Donc, puisque, quel que soit k supérieur ou égal à 2, la valeur absolue de pi, de cosinus pi sur 2 puissance k est inférieure ou égale à 1, eh bien, le produit, si je multiplie toutes ces valeurs-là, de k partant de 2 jusqu'à n, eh bien ça, c'est inférieur ou égal à 1. Et le produit de valeur absolue, c'est la valeur absolue du produit, n'est-ce pas? C'est la valeur absolue du produit de cosinus de pi sur 2 puissance k, k allant de 2 jusqu'à n. Alors les amis, si vous ne l'avez pas encore vu, ce symbole, ça veut dire produit. Hein. C'est comme somme avec sigma. Ça, c'est sigma, c'est somme. Pi, grand pi comme ça, c'est un produit. Donc, en d'autres termes, si vous ne voulez pas écrire avec le produit là, on peut écrire cosinus pi sur 2 puissance 2 fois cosinus pi sur 2 puissance 3 fois jusqu'à arriver à cosinus de pi sur 2 puissance n, en fait, est inférieur à 1. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la valeur absolue, parce que ce produit-là, en fait, ça constitue tout simplement la suite an, la valeur absolue de an est inférieure ou égale à 1, et ce, quel que soit n, supérieur ou égal à 2. Donc déjà, on a démontré que la suite an est monotone, d'accord? La suite an est monotone. Pardon, elle est bornée, excusez-moi. La suite an est bornée, ok? C'est intéressant, c'est intéressant. Maintenant, quel est le sens de variation de la suite an? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est croissante, est-ce qu'elle est décroissante, cette suite-là? Donc, comment on peut le savoir? Alors, évidemment, on a déjà considéré un n appartenant supérieur ou égal à 2. Si on calcule an plus 1 divisé par an, d'accord? Alors, regardez bien les amis, si on fait an plus 1 divisé par an plus 1 c'est cosinus de pi sur 2 puissance 2 fois, je multiplie jusqu'à cos pi sur 2 puissance n fois cos pi sur 2 puissance n plus 1, n'est-ce pas? Je divise tout ça par an qui est la même chose, sauf qu'on s'arrête non pas à n plus 1, mais simplement à cos pi sur 2 puissance n. Donc je vais pouvoir simplifier chacun des termes en haut et en bas. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste an plus 1 divisé par an qui est égal tout simplement à cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1. Voilà. À quoi ça va me servir? Ça va me servir évidemment à déterminer le sens de variation de la suite an. Pour démontrer qu'une suite est croissante ou croissante, ou analyser si elle est croissante ou décroissante, il y a deux techniques. Soit on fait an plus 1 moins an, soit et on compare à 0. Si an plus 1 moins an est supérieur à 0 alors que la suite est positive, si an plus 1 moins an est inférieur à 0 alors la suite est croissante, et dans le cas inverse, an plus 1 moins an, la suite est décroissante, ou alors on fait an plus 1 divisé par an, et si c'est supérieur ou égal à 1, bah dans ce cas-là, elle est croissante, sinon, elle est décroissante. Ici, en l'occurrence, on trouve le résultat égal à cosinus pi sur 2 puissance n plus 1, et on sait que le cosinus est toujours inférieur à 1. Donc, an plus 1, comme an plus 1 sur an est inférieur à 1, qu'est-ce qu'on peut déduire? Alors, an est une suite décroissante. Alors, an est une suite décroissante. Donc, an est une suite décroissante. Ok, elle est bornée et décroissante. Elle est bornée parce que, comme on vient de le voir, la valeur absolue de an est inférieure à 1, et donc elle est décroissante. Donc, bornée décroissante, ça veut dire qu'elle est décroissante et minorée, ça veut dire qu'elle est convergente. Hein. Théorème de la convergence et de comparaison. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Donc, la suite an est décroissante. Ok, bon. Maintenant, on a parlé de la suite an, très bien. Passons à la suite bn. Qu'est-ce qu'on peut déduire de la suite bn? Regardez bien, bn est défini par le produit, donc bn, c'est le produit de an avec le cosinus de pi sur 2 puissance n. Ok, bon, essayons de voir. Est-ce qu'elle est croissante? Est-ce qu'elle est décroissante aussi? Normalement, pour que les deux soient adjacentes, an et bn, comme an est décroissante, il faut que bn soit croissante. C'est ce qu'on va voir. On va considérer encore n supérieur ou égal à 2, et on va calculer bn plus 1 divisé par bn. Si on fait bn plus 1 divisé par bn plus 1, c'est an plus 1 fois cosinus de
pi sur 2 puissance n plus 1. Bn, c'est an fois cosinus également de pi sur 2 puissance n, cette fois-ci. Hein. Souvenez-vous, j'ai simplement pris la définition de la suite Bn que vous trouverez à l'énoncé. Ok, très bien. Mais je sais qu'il y a un rapport entre an plus 1 et an. On l'a d'ailleurs calculé tout à l'heure. Hein. An plus 1 divisé par an, on a trouvé que c'était cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1. Donc je peux remplacer ce quotient-là par cette valeur. Donc Bn plus 1 divisé par Bn, c'est égal à cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1 fois, en haut on va avoir le cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1 encore, et en bas cosinus de pi sur 2 puissance n. Donc en fait, on a cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1 qu'on multiplie, on multiplie la même chose deux fois. On peut dire que Bn plus 1, finalement, divisé par Bn est égal à cosinus au carré de pi sur 2 puissance n plus 1 sur cosinus de pi sur 2 puissance n. D'accord? Très bien. Et là, les amis, quel est notre objectif? L'objectif, c'est de démontrer que Bn, puisque les deux sont vraisemblablement adjacentes, donc il faut qu'on démontre que Bn est croissante. Donc, pour démontrer que Bn est croissante, on doit démontrer que ce quotient-là est supérieur à 1. Ce qui veut dire qu'on doit démontrer que, donc, si vous réfléchissez logiquement, dans votre brouillon, vous devez vous dire qu'on doit démontrer que ce cosinus carré, cos carré de pi sur 2 puissance n plus 1, est supérieur à cosinus de pi sur 2 puissance n. Quel est le rapport entre les éléments qui se trouvent à l'intérieur du cosinus? Alors, ici on a pi sur 2 puissance n plus 1, ici on a pi sur 2 puissance n. Le pi sur 2 puissance n plus 1, c'est comme si on avait 1/2 fois pi sur 2 puissance n, n'est-ce pas? C'est comme si on devait démontrer ça. Bien sûr, évidemment, ce que j'écris, vous devez l'écrire au brouillon pour réfléchir. Il ne s'agit pas de l'écrire au propre. Hein. Tout ça, c'est du brouillon. Donc, c'est dans mon brouillon. C'est comme ça que je raisonne. Je me dis qu'il faut que je démontre que ça est supérieur à 1. Donc, pour démontrer que ça est supérieur à 1, il faut que je démontre que cosinus carré de pi sur 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à cosinus de pi sur 2 puissance n. Je remarque la relation qui existe entre les éléments qui sont pris à l'intérieur des cosinus. Donc ici, c'est 1/2 pi sur 2 puissance n. Et ici, c'est cosinus de pi sur 2 puissance n. Alors, indépendamment de ce que cela veut dire, de pi sur 2 puissance n, si je considère en général que ça, c'est x en fait, prenons que... Alors, il y a deux façons de voir. Soit je démontre que cosinus carré de 1/2 x est supérieur à cosinus de x, d'accord? Ou alors je prends x, regardez bien, si je considère que tout ça à l'intérieur c'est x, d'accord? Imaginons que tout ça à l'intérieur on l'appelle x. Donc ce truc-là, à droite, c'est 2x, n'est-ce pas? Parce que 2 fois 1/2 pi sur 2 puissance n, c'est pi sur 2 puissance n. Donc il suffit de démontrer que cosinus carré de x est supérieur à cosinus de 2x. Et ce, quel que soit x appartenant à R. Et ça, c'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Eh bien, parce qu'il y a une formule très importante que vous ne devez pas oublier. Souvenez-vous, les amis, c'est quoi cosinus 2x? Cosinus 2a, en fait, en général. Cosinus 2a, c'est quoi? C'est cos carré a moins sin carré a. N'est-ce pas? Souvenez-vous, hein. Ça vient de cos a plus b, les relations trigonométriques. J'avais publié sur cette chaîne une vidéo sur justement ces formules-là. Cos a plus b, sin a plus b, cos a moins b, sin a moins b, cos 2a, sin 2a, etc. Donc ça, c'est un cas particulier de cos a plus b. Ok. Et ça, c'est vrai en fait. Cos carré x est supérieur à cos 2x. Pourquoi? Pour quelle raison on a ça? Eh bien parce que cos 2x est égal à cos carré x moins sin carré x, comme je viens d'écrire. Et si je fais cos carré x, regardez bien, si on fait cos carré x moins cos 2x, ça nous donne cos carré x moins sin carré x, moins entre parenthèses cos 2x qui est cos carré x, alors pardon, oula. Donc cos carré x moins, et j'ouvre les parenthèses directement, cos carré x moins sin carré x. Donc, si j'enlève les parenthèses, qu'est-ce que je trouve? Cos carré x moins cos carré x plus sin carré x. Je peux simplifier cos carré x moins cos carré x. Il me reste tout simplement sinus
carré x qui est supérieur à 0. Donc, je peux établir que ça, c'est positif. Donc, je peux établir que ça est supérieur à ça. Donc, je peux établir que cos carré de pi sur 2 puissance n plus 1 supérieur à cos pi sur 2 puissance n. Et donc, tout ça, c'est dans mon brouillon. Et je vois très bien comment aborder la question. Donc, les amis, si vous avez un oral ou si vous avez un contrôle ou un devoir surveillé dans lequel vous avez ce type de questions, n'hésitez pas à les décomposer au brouillon et à simplifier, à dire tout simplement ce problème, je le décompose. Pour démontrer ça, il suffit de démontrer ça. Pour démontrer ça, il suffit de démontrer ça. Ah, en fait, j'observe qu'il y a une relation entre les deux éléments qui sont à l'intérieur du cosinus. Ah, en fait, et si c'était n'importe quel x, est-ce que c'est vrai? Ah oui, en fait, je trouve cos 2x, mais c'est quoi cos 2x? C'est cos carré x moins sin carré x. Donc, ça nécessite une très très bonne connaissance du cours, ça nécessite de mobiliser au bon moment les bonnes formules et ne pas se perdre. Mais c'est un travail de détective, tout simplement, c'est un travail qui nécessite un peu d'expérience. Avec un petit peu d'expérience, on n'est pas désarçonné quand on est face à ce genre de questions. C'est pour ça que je vous invite à faire et à refaire des exercices, parce que c'est le seul moyen d'atteindre cette maîtrise. Donc là, je vais revenir et je vais vous écrire quand même d'une manière plus correcte, pas d'une manière brouillonne, comment est-ce qu'on peut raisonner pour démontrer que cette suite est croissante. Alors, donc là, bon bah voilà, je sais très bien la piste que je vais suivre et que je vais pouvoir bien rédiger, bien mettre en évidence dans mon au propre, dans ma copie. Donc, ok, bon bah on va s'arrêter là. Là, on va dire, qu'est-ce qu'on va dire? Par ailleurs. Par ailleurs. Par ailleurs. Quel que soit x appartenant à R, quel que soit x appartenant à R, cosinus de 2x est égal à cos carré x moins sinus carré x. Ok? Donc, quel que soit x appartenant à R, si je ramène le cos 2x du deuxième côté, d'accord, et le sin carré x du premier côté, donc qu'est-ce que je peux dire? Sin carré x est égal à cos carré x moins cos 2x. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, juste fait un petit changement, d'accord? Un petit changement. Très bien. Donc ça, c'est sin carré x. Bon, donc comme sinus carré x est supérieur ou égal à 0, alors, si je le remplace, ce sin carré x, par ce à quoi il est égal, c'est-à-dire par, bien sûr, quel que soit x appartenant à R, soyons rigoureux, si je remplace sin carré x par cos carré x moins cos 2x, je trouve que ça est supérieur ou égal à 0, n'est-ce pas? Ok, très bien. Alors, bien sûr, tout ça, c'est quel que soit x appartenant à R. Si x est en l'occurrence égal à quoi? À pi sur 2 puissance n, d'accord? Si x est égal à pi sur 2 puissance n, ben, je vais remplacer x par ça, donc qu'est-ce que je peux dire? Cosinus au carré de pi sur 2 puissance n, moins cosinus de 2 fois pi sur 2 puissance n, d'accord? Alors, je dois peut-être choisir 2 puissance n plus 1, oui, je crois que ça va être plus prudent. Faisons ça. Donc ici, on choisit x pi sur 2 puissance n plus 1, donc cosinus carré de pi sur 2 puissance n plus 1, moins cosinus 2 fois pi sur 2 puissance n, tout ça est supérieur ou égal à 0. Donc je peux simplifier ici 2 par 2, et qu'est-ce qu'on obtient? On obtient cos carré pi sur 2 puissance n plus 1, moins cosinus de pi sur 2 puissance n, est supérieur à 0. Qu'est-ce que vous voyez les amis? Vous voyez, on voit bien ici les éléments de cos carré, les éléments du quotient bn plus 1 sur bn. Donc cosinus au carré de pi sur 2 n puissance 2 puissance n plus 1 est supérieur à cosinus de pi sur 2 puissance n. Et si je fais le quotient, c'est-à-dire que si je divise cos carré sur le cosinus de pi de puissance n, donc si je divise par cosinus pi sur 2 puissance n, d'où cosinus carré de pi sur 2 puissance n plus 1 divisé par cosinus de pi sur 2 puissance n, tout ça est supérieur ou égal à 1. Ce qui signifie, en définitive,
que Bn plus 1 divisé par Bn est supérieur ou égal à 1. Qu'est-ce que je viens de démontrer? On vient de démontrer que la suite Bn est croissante. Donc, Bn est croissante. Ok, n supérieur à 2, hein, on peut le préciser. Donc Bn est une suite qui est croissante. Alors, maintenant, on a démontré qu'une suite est croissante, Bn, An est décroissante, ok? Qu'est-ce qu'il nous reste à démontrer? Il nous reste à démontrer que Bn moins An, la différence entre les deux, tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. C'est-à-dire que les deux vont s'approcher, vont être voisines lorsque n tend vers plus infini. Ok. Donc si vous avez du mal à saisir cette notion-là, je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo qui est consacrée à ce sujet sur les suites adjacentes. Donc, comment démontrer ça? Comment démontrer que An moins Bn tend vers 0? Il suffit d'abord d'exprimer la différence. Donc, soit n supérieur à 2, hein, même si je l'ai écrit au début, je préfère le refaire, c'est pas grave, c'est une redite, je considère n supérieur à 2. Donc, si je fais Bn moins An, ou An moins Bn d'ailleurs, pourquoi commencer par Bn? An moins Bn, c'est égal à quoi? Donc, déjà, je peux écrire An moins Bn qui est égal à An fois cosinus de pi sur 2 puissance n, n'est-ce pas? Voilà, donc je remarque ici que j'ai un facteur commun, je peux factoriser par An, j'obtiens facteur de 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n. Voilà. Très bien. Et donc, une fois qu'on a fait ça, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire, les amis? Il faut qu'on démontre que la différence entre les deux tend vers 0. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a dit au début de la correction? On a démontré que An était une suite bornée, n'est-ce pas? An est une suite qui est bornée, d'accord? Donc, la différence est bornée ici. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, vous voyez bien, ici, si on fait la valeur absolue de An moins Bn est égale à la valeur absolue de An facteur de 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n. D'accord? Ça, c'est égal à la valeur absolue de An multiplié par la valeur absolue de 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n. On avait dit que la suite An était bornée, en l'occurrence, elle est bornée par 1, hein, on l'a démontré parce que c'est le produit de cosinus, donc c'est toujours inférieur ou égal à 1. Donc, on peut dire que la valeur absolue de An moins Bn est inférieure à la valeur absolue de 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n. D'accord? Et c'est quoi la limite de ça? Or, la limite lorsque n tend vers plus infini de 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n, ça, à l'intérieur, 2 puissance n en bas, ça tend vers l'infini, pi sur l'infini, ça fait 0, donc ça fait 1 moins cosinus 0. Et cosinus 0 est égal à 1, donc ça fait 0, d'accord? Donc, la limite lorsque n tend vers plus infini, en fait, comme d'après le théorème des gendarmes, on peut dire ça comme ça, ou le théorème de comparaison, la limite lorsque n tend vers plus infini, de la différence An moins Bn, comme elle est majorée par quelque chose qui tend vers 0, hein, en valeur absolue, on peut dire que la limite entre les deux est égale à 0. Et bien voilà, donc ça veut dire que la différence tend vers 0. Et bien qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que An et Bn sont adjacentes. Donc, par conséquent, An et Bn sont de suite adjacentes. Et ben voilà. C'est extrêmement intéressant. C'est une question super intéressante parce qu'elle nous a permis de voir énormément de choses. De voir la définition d'une suite adjacente, de deux suites adjacentes, de démontrer qu'une suite est bornée avec, à l'aide de produits en faisant appel à des notions de cosinus, de voir la relation cosinus 2x qui est cos carré x moins sin carré x, de démontrer, de passer par la formule qui nous permet de calculer un quotient de deux termes successifs d'une suite pour déterminer si la suite est croissante ou décroissante. Donc c'est extrêmement intéressant, la démonstration justement que ces deux suites sont adjacentes. Et je vous rassure, la suite est tout autant intéressante, voire bien plus intéressante, parce qu'on va voir des choses qui sont super intéressantes. Donc, notamment la formule
l'inégalité de Taylor-Lagrange qu'on va appliquer. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Pour quelle raison? Vous allez voir. Alors, on va passer à la question 2. La question 2, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On considère une suite Cn qui est définie par An multiplié par le sinus de 2 puissance n cette fois-ci. Première question, très simple. Montrer que Cn est géométrique et déterminer sa raison et de son premier terme. Donc là, question classique, niveau première, niveau terminal, démontrer qu'une suite est géométrique. Donc question 2. Question 2, démontrons que la suite est géométrique. Donc je vais considérer encore une fois un n appartenant à n tel que n est supérieur ou égal à 2, et je vais rappeler l'écriture, la formule de la suite Cn. Donc la suite Cn s'écrit An fois le sinus de pi divisé par 2 puissance n. Ok? Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, on doit démontrer qu'elle est géométrique. Donc, on va calculer, encore une fois, Cn plus 1 divisé par Cn. Qu'est-ce que ça donne? Cn plus 1 divisé par Cn. Cn plus 1, c'est An plus 1 fois le sinus de pi sur 2 puissance n plus 1 divisé par An fois le sinus de pi sur 2 puissance n. Bon, je l'ai déjà calculé, même 2 fois. An plus 1 divisé par n, je sais ce que c'est. An plus 1 divisé par An, revenons avant. Alors, c'est où est-ce que j'ai fait ça? Voilà, c'est cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1. Cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1. Cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1 fois sinus de pi sur 2 puissance n plus 1 divisé par sinus de pi sur 2 puissance n. Ok, on doit démontrer qu'elle est géométrique. Hein. N'oubliez pas les amis, on doit démontrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on remarque encore? Encore une fameuse formule trigonométrique. Dites-moi en commentaire si vous la voyez, cette formule, s'il vous plaît. C'est vraiment le b.a.-ba, c'est quelque chose qu'il faut maîtriser. Donc, c'est quoi cette formule? Eh bien, c'est pas le cosinus de 2x, c'est le sinus de 2x. Alors, regardez bien. Parce que le numérateur ici, en fait, le cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1 fois sinus de pi sur 2 puissance n plus 1 sur sinus de pi sur 2 puissance n. Encore une fois, si vous observez bien la relation qui existe, la relation qui existe entre pi sur 2 puissance n et pi sur 2 puissance n plus 1, c'est la même chose. Ici, c'est 2x en bas, sinus de 2x, et en haut, c'est sinus x, d'accord? Alors, on sait par ailleurs que sinus de 2x, c'est quoi? C'est 2 sinus x cosinus x, d'accord? C'est 2 sinus x cosinus x. Donc, si ce fameux x, bien sûr ça c'est quel que soit x appartenant à R, hein. Donc pour x, en l'occurrence égale à pi sur 2 puissance n plus 1, sinus de 2 fois pi sur 2 puissance n plus 1, c'est égal à 2 fois sinus de pi sur 2 puissance n plus 1 fois cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1. D'accord? Donc, comme 2 fois pi sur 2 puissance n plus 1, je peux simplifier ici. Donc, en gros, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, les amis, que sinus, si je fais sinus de pi sur 2 puissance n plus 1 facteur de cosinus de pi sur 2 puissance n plus 1, et que je divise tout ça par sinus de pi sur 2 puissance n, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens effectivement que ça, en fait, c'est égal à 1,5. Eh oui, parce que n'oubliez pas le 1,5 ici. Si je divise par sinus de pi sur 2 puissance n, à droite, et je divise ici à gauche par 2, ça, on obtient 1,5. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? D'où, quand on fait du coup Cn plus 1 divisé par Cn, on trouve 1,5. Et ça, qu'est-ce que ça signifie? Quand on divise deux termes successifs d'une suite et qu'on trouve un nombre qui est constant, on peut déduire donc Cn est une suite géométrique de raison
de raison 1,5. Donc c'est une suite géométrique de raison 1,5. Évidemment, on va essayer de calculer son premier terme. Le premier terme comme petit n est, comme la suite Cn, pardon, est définie pour n supérieur ou égal à 2. Donc C2, c'est quoi? Donc déjà, avant de parler du premier terme, oui, tout à fait, on va d'abord faire le premier terme. C2 est égal, donc c'est quoi? C'est A2 fois le sinus de quoi? A2 fois le sinus de pi sur 2 puissance 2. Donc sinus de pi sur 4. Hein. Et A2, bah, c'est pareil, hein, c'est cosinus de... Je m'arrête au premier terme 2, donc pi sur 2 puissance 2, cos pi sur 4 fois sinus de pi sur 4. Alors je vous renvoie au cercle trigonométrique. Le cosinus de pi sur 4, c'est quoi? C'est racine de 2 sur 2 fois sinus de pi sur 4, c'est pareil, c'est racine de 2 sur 2. Donc en fait, ça nous fait 2 sur 4, ça fait 1,5. Donc le premier terme, C2 est égal à 1,5. Et ensuite, pour calculer Cn, d'où, quel que soit n appartenant à n, souvenez-vous de la formule qui nous donne une suite géométrique en termes général, c'est Cn égale, le premier terme ici c'est C2, fois Q à la puissance n-2. Hein. UP fois Q à la puissance n-p. Donc, comme ici, Q c'est 1,5, la raison c'est 1,5, donc Cn, quel que soit n appartenant à n, est égal à C2, c'est 1,5 fois 1,5 puissance n-2, ça nous fait Cn est égal donc à 1 sur 2 puissance n-1, quel que soit n appartenant à n. C'est génial les amis ce qu'on vient de trouver ici, parce que vous allez voir, ça va, pour la suite ça va être hyper utile, ça va nous permettre de déduire l'expression de la suite à n, et d'exprimer la suite Bn également, par la même occasion. Donc voilà, donc là on a démontré que la suite était... on a même été plus loin en fait. On a démontré qu'elle était géométrique, on a déterminé sa raison, son premier terme, on l'a même exprimé en fonction de n. Maintenant, dernière question qui effectivement va rassembler l'étude qu'on a faite sur les deux suites AM et BN et la démonstration du caractère adjacent de ces deux suites-là, en plus du fait que cette suite qui est auxiliaire, qui nous a permis ici d'exprimer un caractère géométrique, et bien là c'est la conclusion de ces deux principes, de ces deux résultats. On déduire la valeur de la limite commune L, AAN et BN, et on déduire que. Donc déjà on doit chercher la valeur commune de la limite. Donc 3. Ok, bon, qu'est-ce qu'on vient de démontrer en somme? Soit n supérieur appartenant à n et n supérieur ou égal à 2. Qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Donc, d'une part, ça c'est d'après l'énoncé, Cn c'est quoi? On nous a fourni une aide précieuse qui est la suite Cn, qui est égale à n fois sinus de pi sur 2 puissance n, d'accord? Et d'autre part, maintenant on sait le visage de Cn, Cn est égal à 1 sur 2 puissance n-1. D'accord? C'est 1 sur 2 puissance n-1. Ok. Donc on peut dire maintenant, désormais, on peut dire quoi? Eh bien, on peut dire que 1 sur 2 puissance n-1 est égal à n fois le sinus de pi sur 2 puissance n. D'où, les amis, d'où an est égal à 1 sur 2 puissance n-1 que je divise par sinus de pi sur 2 puissance n. Donc déjà, j'ai pu exprimer la fonction, la suite an en fonction de n. On exprime an en fonction de n, bien sûr quel que soit n appartenant supérieur ou égal à 2. Ok, mais je ne vais pas m'arrêter là. Maintenant, il cherche la limite de quoi? Il cherche la limite de petit n de an, en fait, la limite de an, donc soit L égale la limite lorsque n tend vers plus infini de an. Et donc on va chercher à déterminer la limite de ça. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut déterminer la limite de ce quotient? Alors, je vais faire appel à une notion que je n'ai pas encore développée dans cette vidéo, mais que je vais bientôt développer, et je pense que nombre d'entre vous la connaissent déjà. C'est le développement limité du sinus. Alors, le développement limité du sinus en 0.
Pourquoi je vous dis ça? Parce que le problème auquel on se heurte ici, quand on est face à une expression de ce type, vous allez tout comprendre. Le problème auquel on se heurte ici, c'est le problème suivant. C'est que je dois calculer la limite lorsque n tend vers plus infini de quoi? De 1 sur 2 puissance n moins 1 sur le sinus de pi sur 2 puissance n. Si je veux remplacer, ici en haut, ça tend vers 0, parce que 2 puissance n moins 1, ça tend vers l'infini, dénominateur nul, donc ça tend vers 0. Oula. Le numérateur tend vers 0. Et la même chose ici, parce que pi sur 2 puissance n, c'est 0 en fait, l'intérieur du sinus, et je sais que sinus 0, c'est 0. Donc on va avoir une forme indéterminée 0 sur 0. Et voilà, donc ça revient à calculer la limite. En fait, ça c'est équivalent à calculer la limite lorsque x tend vers 0 de x sur sinus x. C'est une forme indéterminée. Et je vais faire appel à une notion très intéressante qui est une notion de développement limité. Alors, souvenez-vous, alors je vais l'écrire ici, c'est une notion très utile en fait, ou l'équivalence de sinus x lorsque x tend vers 0. Alors, développement. Développement limité du sinus en 0. Ça, c'est quelque chose que vous devez connaître. Je pense que c'est vraiment incontournable. Il faut absolument connaître ça. Le développement limité du sinus et du cosinus, d'ailleurs, de toutes les fonctions de base, en fait, en 0. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque x est proche de 0, sinus x, en fait, est égal à x moins x au cube sur factoriel 3, plus x au cube sur factoriel 5, etc., etc., d'accord? Jusqu'à arriver au dernier terme qui est moins 1 puissance n fois x puissance 2n plus 1 divisé par 2n factoriel 2n plus 1 plus petit o, avec le petit o c'est la notation de Landau, de x puissance 2n plus 2. Alors quelquefois, on peut s'arrêter, on peut faire un développement limité jusqu'à arriver à 1. Donc si je fais un développement limité au rang 1, ça veut dire qu'en gros, si vous voulez, sinus x, il est proche, il est équivalent. On peut l'assimiler à x lorsque x tend vers 0, d'accord? Sinus x, c'est équivalent à x lorsque x tend vers 0. Je peux bien sûr aller même plus loin, mais ça ne m'intéresse pas. Je peux même faire x cube par exemple sur factoriel 3. C'est possible d'aller jusqu'à ce niveau-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est je m'arrête ici à x. Je prends cette approximation, c'est-à-dire que la limite, lorsque x tend vers 0 de sinus x, est équivalente à x. En fait, ceci est équivalent à dire que sinus x sur x est équivalent à 1 lorsque x tend vers 0. Si c'est équivalent à 1, ça veut dire que la limite de... donc, cela veut dire en d'autres termes... Donc, ça veut dire, en fait, en d'autres termes, que lorsque x tend vers 0, le sinus x, en fait, sur x est égal à 1. D'accord? Il y a des élèves qui ne voient pas de développement limité, mais qui connaissent cette limite qui est donnée. Ils ne savent pas d'où ça vient, mais il y a certains élèves qui ne sont pas en prépa, en classe préparatoire. Ils sont en premier cycle universitaire ou qui font des classes préparatoires intégrées ou des écoles d'ingénieurs avec classes préparatoires intégrées, ils ont des cours de maths. Ils ne voient pas forcément le développement limité avec approfondissement comme le verrait un élève en MPSI, mais ils ont cette limite-là. Donc on peut s'en servir également, sinus x sur x est égal à 1. Alors pourquoi je vous dis ça les amis? Parce que on va essayer de faire apparaître cette notion de sinus x sur x ici dans ce quotient. 1 sur 2 puissance n moins 1 divisé par sinus de pi sur 2 puissance n. Donc les amis ici, regardez bien, je vais reprendre cette suite à n. Donc an est égal à 1 sur 2 puissance n moins 1 divisé par sinus de pi sur 2 puissance n. Ok, donc on va essayer de faire apparaître un x sur sinus x ici. Alors regardez bien, c'est pas difficile du tout. Hein. J'ai besoin de quoi pour constituer un pi sur 2 puissance n au numérateur? J'ai besoin d'un pi, d'accord? Donc je vais multiplier en haut par pi.
Ok. Et j'ai besoin d'un 2. Parce que j'ai 2 puissance n-1, il me faut 2 puissance n. Donc pour arriver à 2 puissance n, il me faut diviser par 2 puissance n. Pour faire apparaître ça, je suis obligé, pour compenser, de faire quoi? De multiplier par 2. Comme ça, il se simplifie avec 2 puissance n qui se trouve au numérateur ici. Et je divise par pi, d'accord? Le fait de diviser par pi, qu'est-ce que ça me permet d'avoir? Ça me permet de compenser le rajout de ce pi. Ok, c'est juste un subterfuge pour faire apparaître un x sur sinus de x. Ok, bon ça c'est an. Donc les amis, la limite lorsque n tend vers plus infini, donc évidemment, regardez bien, tout ça, c'est équivalent à 1 lorsque n tend vers plus infini, n'est-ce pas? Alors, c'est pas très beau, mais... Alors, du coup, pi sur 2 puissance n, alors je vais l'écrire ici, comme pi sur 2 puissance n divisé par sinus de pi sur 2 puissance n est équivalent à 1 lorsque n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que si n tend vers plus infini, tout ça tend vers 0 en haut et en bas. Donc c'est équivalent à 1. Ça veut dire que je peux assimiler ça à 1. Donc, alors, si je multiplie par 2 sur pi en haut et en bas, alors an est équivalente lorsque n tend vers plus infini à 2 sur pi, quoi. Parce que c'est 2 sur pi multiplié par quelque chose qui est équivalent à 1, c'est 2 sur pi. Eh bien, qu'est-ce que je viens de faire? On vient de trouver la limite de an. D'où la limite lorsque n tend vers plus infini de an est égale à 2 sur pi. Et comme les suites an et bn sont adjacentes, 2 sur pi, c'est la limite commune. Donc 2 sur pi, donc L, la limite commune de an, n supérieur à 2, et bn, n supérieur à 2, est égale à 2 sur pi. Donc la limite commune à ces deux suites est égale à 2 sur pi. Voilà les amis, ça c'est super intéressant. On a eu recours à cette notion de développement limité, ou pour ceux qui n'ont pas encore vu ça, à la limite, sinus x sur x divisé, qui tend vers 1. Je fais exprès d'introduire des notions que vous n'avez pas encore vues pour vous faire réagir en commentaire, pour me dire si ce sont des notions qui vous intéressent, pour que je dédie une vidéo consacrée justement à cette notion-là de développement limité, ou des formules de Taylor, etc. Alors on n'a pas encore vu l'inégalité de Taylor-Lagrange, on va la voir par la suite. Donc là on a trouvé la limite commune, mais on n'a pas encore fini, hein. Ça ne répond pas à la question, hein, justement. Si, ça répond en partie à la question, puisqu'on a trouvé la limite commune. Maintenant, il nous demande, pour clôturer cet exercice, de démontrer que, quel que soit n supérieur à 2, an moins L est inférieur à pi au carré sur 2 puissance 2n plus 1. Alors c'est sans doute la question la moins évidente ici. C'est la question qui nécessite beaucoup de réflexion, qui nécessite un petit peu de réflexion quand même, pour essayer de comment dire, de voir comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Donc, alors, je vous ramène à la notion d'adjacence, c'est-à-dire de suite adjacente. Donc on avait dit que les deux suites adjacentes étaient convergentes vers une limite. Cette limite, c'est la borne supérieure de la suite qui est croissante, et elle est la borne inférieure de la suite décroissante. D'accord? Donc, comme an et bn sont adjacentes, et tendent vers L, vers 2 sur pi, du coup je sais que c'est très bien. Alors, 2 sur pi est la borne supérieure de la suite croissante. C'est quoi la suite croissante? La borne supérieure de l'ensemble qui est constitué d'éléments ou de termes de la suite croissante. Donc c'est la borne supérieure de quel ensemble, de quelle partie? De la partie Bn avec n supérieur ou égal à 1. Donc avec n supérieur ou égal à 2, pardon. Et la borne inférieure
et la borne inférieure du coup de l'ensemble AN tel que n est supérieur ou égal à 2. Donc, 2 sur n est la borne supérieure de l'ensemble Bn, n supérieur ou égal à 2, et la borne inférieure de AN, n supérieur ou égal à 2. Ok, très bien. Qu'est-ce que cela signifie? Bah, c'est simple, ça signifie que quoi qu'il arrive, donc quel que soit n supérieur ou égal à 2, Bn, ça va être inférieur à 2 sur pi, n'est-ce pas? Et AN, quel que soit n supérieur à 2, AN va être supérieur à 2 sur pi, quoi. Parce que c'est sa borne inférieure. C'est le maximum de ses minorants et c'est le minimum de ses majorants pour Bn. Ok, très bien. Donc, cela signifie que AN, d'où AN moins L moins 2 sur pi est supérieur à 0, n'est-ce pas? Si je ramène 2 sur pi ici, c'est supérieur à 0. Et c'est inférieur aussi à AN moins Bn. Alors pourquoi c'est inférieur à n moins Bn? Bah parce que c'est simple. Parce que, vous voyez bien, Bn est inférieur à 2 sur pi. Donc moins Bn est supérieur à moins 2 sur pi. Si je rajoute AN de chaque côté, AN moins Bn est supérieur à AN moins 2 pi, moins 2 sur pi. D'accord? Donc d'où ça c'est supérieur à ça. Bon bah voilà. Enfin, c'est assez évident, mais je l'ai quand même écrit comme ça, vous n'êtes pas perdu, parce que je sais que les élèves, au bout des vidéos, souvent, ils se perdent. Donc voilà, donc ça veut dire, voilà, donc déjà on a ça, ok. Bon, déjà on a fait apparaître, pourquoi on a fait tout ça? Pour faire apparaître le AN moins 2 sur pi. Et pourquoi on fait apparaître AN moins 2 sur pi? Parce que c'est ce qu'ils nous ont demandé. Regardez bien l'énoncé. Ils nous demandent ici de faire quoi? De faire un encadrement de AN moins L, en gros de AN moins 2 sur pi, parce que maintenant on sait ce que c'est que L. Ok. Donc pour l'instant, la seule chose qui nous permet de majorer ce AN moins L, c'est AN moins Bn. Mais c'est quoi AN moins Bn? Entre AN et Bn, il y a bien une relation, n'est-ce pas? C'est quoi cette relation qui existe entre AN et Bn? Donc AN or AN moins Bn, c'est quoi? C'est AN moins AN fois cosinus de pi sur 2 puissance n, n'est-ce pas? Donc, si je factorise par AN, qu'est-ce qu'on obtient? AN facteur de 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n. Ok, d'accord. Donc là, bon, bah, je ne peux pas faire plus. Hein. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que AN, donc AN moins 2 sur pi, est d'une part supérieur à 0 et d'autre part inférieur à n facteur de 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n. Ok, d'accord. Donc, il suffit de majorer ce truc-là. Hein. D'accord? Il suffit de majorer ce truc. Alors déjà, je sais que AN est majoré par 1, n'est-ce pas? On a démontré ça au tout début. AN est majoré par 1. Donc, je peux même aller plus loin et dire que ça, c'est inférieur à 1 moins... Enfin, voilà, en majoration. C'est majoré par 1 moins cosinus de 2 puissance n. Maintenant, je dois faire apparaître quoi, en fait? Brouillon. Alors, brouillon, ça veut dire que j'ai créé au brouillon pour réfléchir. On doit démontrer qu'en fait, il suffit de démontrer que AN facteur de 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n est supérieur au majorant qu'ils nous ont proposé. Quel est le majorant qu'ils nous ont proposé ici? Le majorant qu'ils nous propose, c'est lequel? C'est ça. C'est pi au carré sur 2 puissance 2n plus 1. Pi au carré sur 2 puissance 2n plus 1. Pi au carré sur 2 puissance 2n plus 1. Il faut qu'on démontre ça, en fait. Et la même chose, je réfléchis de la même manière. Ça, c'est mon x, d'accord? Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond à quoi, les amis? Ça correspond à... Alors... Ça ressemble à quoi, en fait? Ça ressemble quand même à x au carré, non? Mais c'est pas exactement, parce que si je fais x au carré, bah, x carré, c'est pi au carré sur 2 puissance 2n. J'ai un plus 1 ici. Donc, c'est un x carré sur 2, en fait. D'accord? Si ça, c'est x, alors ça va être x carré sur 2. Donc, est-ce qu'on a quelque chose qui nous permet de dire que 1 moins cosinus x est inférieur à x carré sur 2?
Si on arrive à démontrer ça, eh ben on a résolu l'exercice, quoi. On a fini l'exercice. Comment démontrer ça? Comment démontrer ça? Ça, les amis, c'est quelque chose de très classique, d'accord? Ça fait appel. Alors, on peut le faire d'une manière très simple, hein. C'est-à-dire qu'on peut considérer des fonctions, dériver, etc., et ensuite intégrer. C'est-à-dire partir du fait que sinus x est inférieur à 1 ou cosinus x est inférieur à 1 et faire des intégrations. On peut faire ça. Ça, c'est ce qu'on faisait en terminale. Enfin, pour ceux qui s'aventuraient dans des exercices approfondis. Maintenant qu'on est en sup, ce qu'on peut faire, on peut faire appel à la notion de l'inégalité de Taylor-Lagrange. Alors, je vais consacrer une vidéo là-dessus, sur cette notion-là. Mais si vous ne l'avez pas vue, je vais expliquer très rapidement ce que c'est. Inégalité de Taylor-Lagrange. Alors, c'est quoi cette inégalité de Taylor-Lagrange? Alors, si on considère f une fonction n plus une fois dérivable, n plus une fois dérivable sur un intervalle i. Et on suppose qu'il existe un m, un majorant, m tel que, quel que soit x appartenant à i, la valeur absolue de la dérivée n plus unième fois de x est inférieure à m, alors, ça c'est important, alors on a f de x2 moins f de x1, alors entre, bon, ça c'est l'inégalité à proprement parler, il me faut un peu de place pour pouvoir tout faire entrer dedans. Je vais rapetisser mon écriture. La valeur absolue de f de x2 moins f de x1 moins la somme k allant de 1 jusqu'à n de x2 moins x1 puissance k sur factoriel k f dérivée k fois de x1 est inférieur à m facteur de x2 moins x1 le tout puissance n plus 1 en exposant sur factoriel n plus 1. Oula, vous allez me dire, si vous n'avez pas encore vu cette formule, oh, c'est ultra compliqué, quoi. C'est hyper difficile. Comment il a fait pour se souvenir de ça? Ben, en fait, vous allez voir, et je fais un peu de suspense, je vais vous faire une vidéo là-dessus, sur toutes les formules de Taylor, et vous allez voir que ça n'est pas si compliqué que ça, en fait. D'accord? Maintenant, comment est-ce qu'on peut appliquer cette formule? Ben, c'est très simple, en fait. Si vous regardez bien la propriété, il suffit de choisir la bonne fonction, il suffit de choisir l'ordre jusqu'auquel je vais l'appliquer, cette formule de Taylor, et puis après ça va tout seul. Donc la fonction x qui a x fait correspondre cosinus x est indéfiniment dérivable. Indéfiniment dérivable. Je peux la dériver autant de fois que je veux. Indéfiniment dérivable. Sa dérivée, bon, ça vous le savez déjà, la dérivée première, c'est quoi? De cosinus, c'est moins sinus. La dérivée seconde de moins sinus, c'est moins cosinus. Sa dérivée seconde est moins cosinus x. D'accord? Et x moins cos x. C'est la fonction qui, à chaque x, fait correspondre moins cosinus x. Et moins cosinus x est majoré. D'accord? Donc, f seconde de x, si vous voulez, est majoré par 1, n'est-ce pas? Si je considère cette fonction comme étant f, ça c'est majoré par 1. D'accord? Regardez bien, c'est la première chose qu'on doit vérifier ici. Hein. Alors, donc ici pour petit n, donc on va considérer que petit n est égal à 1. D'accord? Dans la formule de Taylor-Lagrange, on considère ici petit n est égal à 1. Donc f seconde de x est majoré par 1. Et m c'est 1. Petit n égale 1, c'est 1. D'accord? Donc l'inégalité de Taylor-Lagrange, nous permet d'écrire, donc évidemment il faut qu'on choisisse le point, au point 0, nous permet
d'écrire. Donc, ça veut dire que x2 est égal à 0. Hein. Donc, il nous permet d'écrire entre valeur absolue, là, à l'intérieur, f de x2, donc c'est f de x, donc c'est cosinus x, c'est ma fonction cosinus x, moins f de x1, donc c'est quoi moins f de, moins f de x1, oui, x1 c'est 0, donc ça fait moins cosinus 0, je m'arrête à 1, hein, d'accord? Est inférieur ou égal à m, donc m qui est là, c'est 1, c'est le majorant, facteur de x2 moins x1, donc ça fait 1, fois x2 moins x1, ça fait x moins 0 en fait, puissance n plus 1, donc je m'arrête à n plus 1, du coup c'est quoi n plus 1? 1 plus 1 ça fait 2, puissance 2, sur factoriel 2, parce que c'est n plus 1 factoriel au dénominateur. Donc, la valeur absolue de cosinus x moins cosinus 0 qui est égal à 1 est inférieur à x carré sur factoriel 2 qui est égal à 2. Et donc je viens de démontrer ça, quel que soit x appartenant à R. Ok, bon. Rassurez-vous, on ne s'est pas égaré, on est toujours sur le bon chemin, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était juste un petit détour pour vous expliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange, mais maintenant, on l'a appliqué pour n'importe lequel des cosinus x. Pourquoi on a fait tout ça, les amis? Parce que ici, j'avais un 1 moins cosinus de quelque chose, d'accord? Donc, dans mon brouillon, effectivement, j'ai constaté que c'était 1 moins cosinus d'un x inférieur ou égal à x au carré sur 2. Il fallait qu'on démontre ça. Mais ça, on le sait déjà, les amis. Ce qu'on vient de voir, d'accord? Donc, d'après Taylor-Lagrange, on a fait ça. La dernière chose qu'on avait faite, le dernier encadrement, c'est qu'AN-2 sur pi est inférieur à AN facteur de 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n. Donc je vais réécrire AN moins 2 sur pi, on avait dit que c'était supérieur à 0, oui, est inférieur du coup à AN facteur de 1 moins cosinus, si je ne m'abuse, 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n. D'accord? Mais d'après Taylor-Lagrange, 1 pour x égale, encore une fois, pour x égale à quoi? Pour x égale à pi sur 2 puissance n. Alors, 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n est forcément inférieur, parce que bon, c'est inférieur à la valeur absolue, donc c'est forcément inférieur à quoi? À pi sur 2 puissance n, le tout au carré sur 2. Donc, est inférieur ou égal à pi carré sur 2 puissance 2n, parce que le carré ici, il va être distribué au pi et au 2 puissance n, avec, on va faire descendre 2 puissance 2n en bas, on obtient 2 puissance 2n plus 1. Voilà, donc 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n est inférieur à ça. Et ensuite les amis, facile, hein. Après, comme AN est majoré par 1, d'accord? Donc, voilà, donc AN est inférieur à 1, enfin en valeur absolue, donc tout ça est inférieur forcément à n facteur de 1 moins cosinus de pi sur 2 puissance n est inférieur à pi carré sur 2 puissance 2n plus 1. Et de proche en proche, on a donc démontré que an sur, donc d'où en définitive, quel que soit n supérieur ou égal à 2, eh ben, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve tout simplement que AN moins L, donc moins 2 sur pi, est inférieur à pi carré sur 2 puissance 2n plus 1, qui était l'inégalité ou l'encadrement initialement voulu ici dans cet exercice. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous avez apprécié ma résolution. On a fait tellement de choses, on a mobilisé tellement de connaissances, tellement de propriétés. Si vous appréciez ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de cette chaîne.